Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres qu'on apprend par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Ah non, il faut pas me parler d'enfants, etc. C'est-à-dire que j'aimais énormément mes neveux, mais moi, avoir un enfant, c'est pas juste je n'en voulais pas, ça me rebutait en fait. Et j'ai pu t'exprimer quelque chose que je n'avais jamais dit à personne, mais qui ressortait dans des petites choses que je faisais simplement, mais inconsciemment. Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et il y a d'autres qu'on apprend par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de mon amie Grace. Salut Grace. Salut Monica, salut tout le monde. Salut. Merci beaucoup d'avoir honoré l'invitation à ce deuxième épisode de The Zoé Talk. Avec plaisir. La dernière fois, au premier épisode, je commençais à expliquer pourquoi il était important de parler de deuil. Et je disais que parler de deuil, c'est tout simplement le début de tout. C'est la fondation qui nous permet de pouvoir commencer à nommer nos émotions. Et lorsque nous nommons nos émotions, nous commençons à les ressentir. Et lorsque nous ressentons nos émotions, c'est que comme ça que nous pouvons arriver à la guérison, parce que nous ne guérissons que de ce que nous pouvons ressentir. Mais d'autres font le choix de ne pas du tout ressentir parce que c'est tellement douloureux qu'ils mettent ça, ils enfuient leur chagrin, ils enfuient leur deuil dans un tiroir en se disant que le temps réglera les choses. Mais le temps seul ne guérit pas toutes les blessures. Et souvent, on se retrouve avec un chagrin laissé sans surveillance. Et c'est de ça qu'on va traiter aujourd'hui. Et derrière le chagrin, derrière le deuil, il y a souvent des traumatismes qui se cachent. Et parfois, on n'en a même pas conscience. Et ces traumatismes-là qu'on commence à contrôler notre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, Grace, lors du décès de ta mère. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des circonstances de sa mort? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens d'une famille où mon père avait rencontré ma mère. Donc, mon père et ma mère se sont mariés. Ils ont eu des enfants ensemble. Puis, à un moment donné, mes parents se sont séparés. Donc, moi, j'ai eu une petite sœur après moi qui avait 6 mois à l'époque. Moi, j'avais 4 ans et demi. Et mon grand frère en avait 17 et ma sœur en avait 10. Elle avait 10 ans. Oui, on était 4 enfants. Du coup, donc, ce fameux jour-là, c'était un mardi, le mardi 30 janvier 2001. Moi, j'étais toujours avec ma mère à l'époque. J'étais tout le temps avec elle. J'avais pas grandi avec mon père vu que mes parents s'étaient séparés lorsque ma mère était enceinte de moi. Et donc, ce jour-là, elle donnait à manger à ma petite sœur. Nous étions assis sur le canapé. J'étais assise à côté d'elle et elle tenait ma petite sœur de 6 mois dans ses bras. Et en fait, elle s'est endormie. Et ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, par intuition, je l'ai regardée et j'ai vu qu'une larme coulait de son œil et j'ai senti au plus profond de mon être qu'elle était partie en fait. Et c'était paradoxal parce que j'étais jeune, j'avais 4 ans et demi, enfin, à cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est que la mort, ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais j'ai vraiment senti qu'elle était partie. Et quelques temps après, lorsque les autres personnes de la pièce ont remarqué qu'elle ne se réveillait pas, donc il y avait sa petite sœur, il y avait l'un de mes cousins. Ils ont essayé de la réveiller. Je me souviens, mon cousin avait mis un briquet sous son pied, il l'avait allumé pour voir si elle réagissait. Et en fait, elle ne réagissait pas. Ça, c'était vraiment une scène qui m'avait marqué. La flamme sous son pied, ça lui faisait rien. Et donc, à ce moment-là, ils ont décidé d'appeler les pompiers. Et la dernière vision que j'ai de ma mère, concrètement, c'est les pompiers qui l'emmènent sur un brancard avec le masque pour qu'elle puisse respirer. Et en fait, elle réagissait toujours pas. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Yvette. Paix à son âme. Merci beaucoup. Et là, quelques années se passent. Tu grandis. Ton père continue sa vie, se marie. Et toi aussi d'ailleurs. Oui. T'avais quel âge quand tu t'es mariée? Alors moi, j'avais 23 ans. Quand je me suis mariée à 23 ans. Et c'était drôle parce que justement, le jour de mon mariage, c'est mon grand frère qui m'a conduit à l'hôtel parce que mon père n'avait pas pu être là. Et donc, quand je suis rentrée à l'église, moi je me suis mariée dans une église, quand je suis rentrée à l'église, j'ai vu toutes les personnes qui m'accompagnaient et ça m'a rempli d'émotions, j'ai été très vite émue.
Et en fait, à un moment, il me dit « Maman aurait été fière de toi ». Et là, j'ai pas pu me retenir de pleurer. J'ai pleuré, ça m'a vraiment touchée. Parce que j'aurais vraiment aimé qu'elle soit là ce jour-là. Mais elle était pas là. Mais bon, il y avait plein d'autres personnes qui m'aimaient, donc c'était top. Super. Et donc, tu te maries. Oui. Et tout le monde, après le mariage, Oui. attend le fruit. Oui. Même si on te le dit pas. Oui. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Troisième année, Pas d'enfant. quatrième année, pas d'enfant. Et parfois, je voulais te poser la question, mais je me disais que c'est privé. Donc, tant que toi, tu m'en parlais pas, je n'osais pas forcément te parler pour ne pas te mettre mal à l'aise. Et je sais pas à quelle occasion on a commencé à en parler, mais tu me faisais comprendre que tu ne désirais pas du tout avoir d'enfants. Et dans notre société moderne, il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui font ce choix-là de ne pas avoir d'enfants. Et je me suis dit, bon, bah, tu fais partie de la mode, en fait, de ce moment. Et je respectais ce choix-là. Et derrière ça, on ne savait pas que il y avait un traumatisme qui se cachait derrière. Donc, les gens peuvent faire un choix de vie, mais parfois ne savent pas que ce choix de vie est dicté par une blessure, est dicté par un traumatisme. Et là, il y a une date spécifique, le 12 juin 2024. Tu reçois une information qui vient te bouleverser, une mauvaise nouvelle, et cette information l'a fait remonter justement le deuil de ta mère. Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse date? Alors le 12 juin 2024, je me souviens comme si c'était hier, c'était le matin en fait, et ma petite sœur m'envoie un message, donc elle a bien grandi, hein, elle avait 24 ans. Ma petite sœur m'envoie un message pour me dire oui, il y a telle personne qui est décédée. Et là je lui dis non, c'est pas possible, c'est pas vrai, je peux pas te croire. Donc je fais mes recherches sur internet, pour le moment je vois qu'il y a aucune nouvelle qui circule vers ce sens-là, mais petit à petit, en fin de journée, on a la confirmation que telle personne est bien décédée. Donc il s'agissait de la femme d'un grand pasteur que je suivais, que je n'avais jamais rencontré en vrai. Mais en fait, cette nouvelle va vraiment me bouleverser parce que la configuration familiale de cette femme est très similaire à la nôtre. C'est-à-dire que elle est décédée dans la même tranche d'âge que ma mère. Elle va laisser derrière elle le même nombre d'enfants que ma mère. Son premier enfant est un garçon, comme mon grand frère. Son dernier enfant est très jeune, comme l'était ma petite sœur. Donc ça me touche vraiment et je m'identifie en fait au décès de cette femme comme si c'était ma mère. Et j'ai l'impression de faire face à nouveau au propre décès de ma mère, ce qui est très très particulier et très difficile à gérer. Et j'ai du mal même à en parler aux gens parce que je me dis mais les gens vont me prendre pour une folle, ils vont se dire que je sais pas, que je fais de l'appropriation. Comment est-ce que je peux faire ça? Mais c'est tellement fort. J'ai vraiment l'impression de revivre le décès de ma mère à ce moment-là. Et justement, on discutait autour de la mort de cette personnalité publique. Et j'avais mis une pensée. Et tu as commenté sur mes réseaux sociaux la pensée. Et une discussion a commencé entre nous deux. Mais je sentais que, au-delà d'une discussion par message, t'avais besoin de plus. Et je sais que, notamment ta famille, parfois te disait « Pourquoi tu n'irais pas voir un psychologue ?» ça. Et toi, tu étais un peu « Non, mais j'ai pas besoin de psychologue. » Et du coup, je me suis dit peut-être parler avec quelqu'un qui a aussi vécu le décès de sa mère lorsqu'elle était enfant, ça pourra t'aider. Et donc, je t'ai dit « Viens à la maison, je vais te consacrer 1 heure. » Et de cette heure est ressortie véritablement la cause de ton traumatisme. Est-ce que tu te souviens? Ouais, je m'en souviens tout à fait. Ce qui est drôle, c'est que j'avais consulté des thérapeutes, mais je n'avais jamais évoqué ou trouvé le besoin de parler précisément du décès de ma mère. Parce que pour moi, c'était pas un problème. J'y pensais jamais. Je n'y pensais vraiment jamais. Ma mère ne me manquait pas. C'est comme si, en fait, elle était décédée. Et je me souviens, quand j'étais petite, je la pleurais. Donc, peu de temps après, mon père était venu s'occuper de nous. Et il m'avait formellement... voilà. C'est pas qu'il m'avait interdit de la pleurer, mais en gros, il m'avait fait comprendre que c'est bon. Maintenant, il fallait que j'arrête de pleurer. Et je sais juste qu'à ce moment-là, dans mes émotions, je me suis comme renfermée. Et du coup, je parlais très peu de ma mère.
Quand j'étais petite, j'en parlais pour avoir de l'attention. J'ai compris que ça se faisait pas, donc j'ai arrêté tout simplement. Et non, en fait, j'avais un blocage par rapport à ma mère. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce blocage, en fait, se manifestait notamment dans mon rapport avec la maternité. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de mon mariage. Et c'est vrai que dans les premières années, moi, je me disais, voilà, je me suis mariée jeune. En plus, j'avais 23 ans quand je me suis mariée. Donc, à 23 ans, t'as pas envie d'avoir un enfant directement. Sauf que ce qui était drôle, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai toujours su que je voulais une grande famille. Donc, il y avait une contradiction. Et moi, j'avais vraiment une aversion de la maternité. C'est, ah non, il faut pas me parler d'enfants, etc. C'est-à-dire que j'aimais énormément mes neveux, mais moi, avoir un enfant, c'est pas juste, je n'en voulais pas, ça me rebutait, en fait. Et donc, ce jour-là, quand je viens chez toi, on a eu cette conversation. Et j'ai pu t'exprimer quelque chose que je n'avais jamais dit à personne, mais qui ressortait dans des petites choses que je faisais simplement, mais inconsciemment. Par exemple, je me souviens, je faisais des photos Instagram. Donc à l'époque, j'aimais bien faire des mèches de différentes couleurs. Et je laissais, à chaque fois que je faisais une coupe différente, je ressentais le besoin de faire une photo sur Instagram et de la poster pour avoir un souvenir. Et je ne l'avais jamais dit à qui que ce soit, mais intérieurement, c'était genre, si demain j'ai un enfant, que je disparais, au moins il saura qui j'ai été. Il aura une trace de sa mère, de ce qu'elle a fait, il pourra se dire, voilà, maman était heureuse, maman a vécu entre guillemets la vie. Voilà, maman était cool. Elle avait des coiffures extravagantes. Oui. Oui. C'était sa manière d'exprimer, voilà. Plusieurs enfants que j'étais cool. Voilà. J'ai vécu. C'est exactement ça. Et donc là, on se rend compte que il y a un traumatisme. Et pour la première fois, tu me dis, en fait, j'ai peur qu'en ayant des enfants, je meure très tôt et que je laisse des enfants orphelins à un bas âge. C'était ça? Ouais, c'est exactement ça. Et donc, pendant plus de 20 ans, il y avait cette pensée-là qui était enfouie au-dedans de toi. Que quand j'aurai des enfants, comme ma mère, je vais mourir très rapidement. Et comme cette personnalité publique, je vais aussi mourir très rapidement et laisser des orphelins. Et donc, de cette pensée, en fait, est né un traumatisme. Et le traumatisme n'a pas été surveillé. Non. Et le chagrin laissé sans surveillance finit toujours par ressurgir, et souvent dans des mauvais moments, dans les pires moments. Oui. Là, voilà, dans un moment de deuil qui n'était pas le tien, mais tu t'es approprié ce deuil-là. Et je me souviens que à ce moment-là, je t'ai posé une question et je t'ai dit que pour pouvoir établir une vérité, il faut au moins 3 témoins. La loi de la gravité, si j'ai envie d'établir la véracité, la vérité de la loi de la gravité, il va falloir que je fasse le même test 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça marche pour les 3 fois. Et là, on peut se dire qu'il y a une vérité. Alors je lui ai dit, si on va maintenant dans une maternité et qu'on commence à regarder toutes les femmes qui vont accoucher d'un enfant, on les suit, on regarde leur parcours. Si toutes ces femmes-là, après avoir eu un enfant, meurent subitement et laissent des enfants orphelins, ça veut dire que ta pensée est une vérité. Or, si on commence à regarder ces femmes qui accouchent, on va voir que il y en aura qui vont mourir tôt parce que ça fait partie de la vie, mais il y a aussi beaucoup qui vivent longtemps, qui ont le temps de voir leurs enfants grandir, qui ont même le temps de voir des petits-enfants, d'autres même des arrière-petits-enfants. Ça veut dire que ta pensée, finalement, était fausse. Ouais. Donc, tu avais des faux raisonnements qui te bloquaient et qui te maintenaient dans un traumatisme. C'est exactement ça. Et maintenant, avec le recul, si tu pouvais parler à la petite Grâce de 4 ans et demi, qui voyait en live sa mère en train de mourir, et que tu sais maintenant que cette vision-là allait l'emprisonner dans un traumatisme, quel conseil tu pourrais lui donner à cette petite Grâce? Je pense tout simplement que je la prendrais dans mes bras et je lui dirais qu'elle a le droit de pleurer sa maman, de pleurer cette personne avec qui elle est depuis
le commencement de sa vie et qui disparaît comme ça du jour au lendemain, sans dire au revoir. Elle a le droit de pleurer sa maman, elle a le droit aussi d'être en colère et de ne pas comprendre ce qui se passe. Et que ce n'est pas de sa faute. Sa maman n'est pas partie parce que c'était pas une bonne fille ou quoi. C'était juste le temps. Et je lui dirais qu'un jour, elle sera une bonne mère. Et que ça va bien se passer. Qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Voilà ce que je dirais à la petite Grâce. Merci beaucoup, Grâce. De rien. D'avoir partagé ce petit bout de ton histoire. Et je crois que plusieurs pourront se reconnaître dans cette histoire et commencer aussi à libérer la parole, parce que en parlant de ton deuil, ça donne aussi l'occasion à d'autres de libérer la parole. Et en libérant la parole, on commence à cheminer vers la guérison. Et j'ai quelques clés à partager avec vous pour faire suite à cette entrevue avec Grâce. La première clé, c'est: souvenez-vous que votre chagrin n'a pas besoin d'énormément de temps en termes de quantité. Votre chagrin a besoin de temps en termes de qualité. En l'occurrence, là, Grâce a consacré 1 heure de son temps avec moi. Et en 1 heure, on a pu débloquer quelque chose qui lui a permis de pouvoir avancer dans son processus de deuil et de pouvoir de ne plus laisser ce traumatisme contrôler sa vie, contrôler son mariage et venir voler son sens de la curiosité, venir voler son sens de l'aventure. Parce que si elle avait continué à rester dans cette pensée, dans ce faux raisonnement, elle aurait pas connu ce que c'est que la joie de la grossesse, de la maternité. Donc ce traumatisme allait lui voler cette curiosité-là, ce sens de l'aventure que la vie offre à une femme. Deuxième clé, le temps seul ne guérit pas les blessures. Le temps seul ne guérit pas les blessures. Le chagrin laissé sans surveillance va finir par ressurgir un jour ou un autre, et souvent dans les pires moments, les pires endroits. Et donc la chose à faire, c'est de pouvoir en parler, c'est la fondation. Apporter la lumière à ce qui est caché. Parce que lorsque vous apportez la lumière à ce qui est caché, ce qui est révélé commence à perdre de sa puissance. Et enfin, la troisième clé, c'est que vous devez accepter de ressentir vos émotions, de nommer vos émotions. C'est douloureux au départ, mais lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'il y a une plaie, souvent pour pouvoir cicatriser, on va mettre de l'alcool. Et l'alcool, ça fait mal, mais ça va permettre à la blessure de pouvoir guérir. Ressentir son émotion, ça fait mal, mais c'est le chemin vers la guérison. Donc comme Grâce nous a dit, elle aurait aimé dire à cette petite: tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit d'être en colère si tu as envie d'être en colère, et ne pas refouler ses émotions en pensant que le temps fera le travail. C'était Monica dans The Zoé Talk. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à votre chagrin, et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Zoé by Monica pour pouvoir recevoir chaque mois un nouvel épisode de ce podcast. Et d'ici là, à bientôt.